Quand je suis rentrée d'un voyage d'affaires, j'ai trouvé ma fille inconsciente près de la porte. Ma femme a haussé les épaules et a dit qu'elle venait juste de la punir. J'ai appelé une ambulance, mais quand le secouriste a vu ma femme, il a pâli et a murmuré « Monsieur, est-ce vraiment votre femme ?» Parce qu'en réalité, la main de ma fille était froide quand je l'ai trouvée. Elle gisait près de la porte d'entrée, affaissée comme une poupée de chiffon. Son petit corps de 6 ans était recroquevillé d'une manière qui m'a noué l'estomac. Ses lèvres étaient pâles. Sa respiration était faible. Un hématome violacé commençait à apparaître sur sa joue. J'étais partie depuis 3 jours. Une conférence de vente à Minneapolis. J'avais appelé tous les soirs. Lily semblait silencieuse, mais Jennifer, ma femme depuis 4 ans, disait qu'elle était juste fatiguée. « Tu sais comment sont les enfants ?» avait-elle dit. Elle couvre probablement quelque chose. Maintenant, ma fille était inconsciente sur notre parquet. Jennifer, ai-je hurlé en laissant tomber ma valise. Jennifer. Elle est apparue depuis la cuisine, un torchon à la main, complètement calme, comme si c'était normal, comme si notre fille n'était pas en train de mourir sur le sol. Oh, elle fait sa comédie, a dit Jennifer. Je l'ai punie tout à l'heure. Elle va s'en remettre. Je suis Daniel Cooper, 38 ans, directeur des ventes seniors chez Cloud Tech Solutions. Veuf. Ma première femme, Emily, est décédée dans un accident de voiture quand Lily avait 2 ans. J'ai élevé Lily seule pendant 2 ans avant de rencontrer Jennifer dans un café du centre de Seattle. Elle était parfaite, gentille, patiente avec Lily. Tout ce dont nous avions besoin. Je pensais avoir trouvé une seconde chance. J'avais tort. Qu'est-ce que tu lui as fait? Mes mains tremblaient pendant que je vérifiais le pouls de Lily. Faible, mais présent. Elle se comportait mal, faisait des crises. Je lui ai donné du Benadryl pour la calmer. Combien? Jennifer a haussé les épaules. Je ne sais pas. Quelques comprimés. J'ai appelé le 112. Mes doigts peinaient à composer le numéro. Ma fille, elle est inconsciente. Je crois qu'on l'a droguée. La voix de l'opérateur était calme, professionnelle. Une ambulance est en route. Restez en ligne. Respire-t-elle? Oui, à peine. Quel âge a-t-elle? 6 ans. Elle a 6 ans. L'ambulance est arrivée en 8 minutes. Ça m'a paru des heures. J'ai tenu la main de Lily tout le temps. Je lui ai parlé. Je l'ai supplié de se réveiller. Jennifer se tenait dans un coin, les bras croisés, observant avec ses yeux bleus et froids dont je n'avais, étrangement, jamais remarqué la froideur jusqu'à cet instant précis. Les secouristes ont fait irruption. 2 d'entre eux. Le chef, son badge indiquait, Martinez, paramédic, 12 ans, pompier du comté de King, s'est immédiatement occupé de Lily, vérifiant ses signes vitaux, posant des questions. Depuis combien de temps est-elle comme ça? Je ne sais pas. Je viens de rentrer. Je l'ai trouvée comme ça il y a peut-être 10 minutes. Des antécédents médicaux connus? Non, elle est en bonne santé. Martinez a levé les yeux vers Jennifer. Son visage a changé, passant de l'inquiétude professionnelle à autre chose. De la reconnaissance, de la peur. Il s'est levé lentement, s'est approché d'elle, l'a fixée. Monsieur, dit-il doucement, sans quitter ma femme des yeux. Est-ce vraiment votre femme? Oui. Jennifer. Jennifer Walsh. Pourquoi? Quel est son nom de jeune fille? Morrison. Jennifer Morrison. Pourquoi est-ce que vous? Martinez a sorti son téléphone, a tapé quelque chose, m'a montré l'écran. C'était un article de journal de Portland, Oregon. Daté de novembre 2021. Le titre, Femme arrêtée dans une affaire de maltraitance d'enfants. Son beau-fils hospitalisé pour des blessures suspectes. La photo montrait une femme qui ressemblait exactement à ma femme. Même cheveux blonds, même traits fins, mêmes yeux froids. Mais le nom était différent. Sarah Jensen. Parce que c'est Sarah Jensen, a dit Martinez, la voix tendue. Elle a fait l'objet d'une enquête en Oregon il y a 2 ans. Son beau-fils a failli mourir.
Mon sang s'est glacé. De quoi parlez-vous? Les charges ont été abandonnées pour un vice de procédure. Quelque chose à voir avec la chaîne de possession des preuves. Mais ce gamin, Dylan Martin, 8 ans, il avait les mêmes symptômes que je vois ici. Déshydratation sévère, hématomes inexpliqués, sédatifs dans son système. Son père ne savait rien jusqu'à ce que l'école appelle les services de protection de l'enfance. J'ai regardé ma femme. Elle se tenait dans le coin, les bras toujours croisés, le visage complètement vide. Pas effrayée, pas surprise, juste agacée. C'est ridicule, dit-elle calmement. Je ne suis jamais allée en Oregon. Cet homme est clairement confus. Madame, j'ai travaillé sur cette affaire, a dit Martinez. J'étais le secouriste qui est intervenu quand Dylan a été trouvé inconscient à l'école. J'ai témoigné à l'audience préliminaire. C'est vous. Vous vous trompez. Martinez s'est tourné vers son partenaire. Embarquez-la. Priorité 1, possible overdose et suspicion de maltraitance. Je signale l'affaire. Ils ont attaché Lily sur le brancard. Si petite, si pâle. Ma petite fille. Je monte avec elle, ai-je dit. Monsieur, vous devriez suivre dans votre voiture. Je monte avec elle. Martinez a hoché la tête. Compris. Alors qu'il chargeait Lily dans l'ambulance, j'ai regardé en arrière vers Jennifer. Elle était déjà sur son téléphone, envoyant un message à quelqu'un, complètement calme. Le trajet en ambulance a duré 17 minutes. 17 minutes à regarder la poitrine de Lily se soulever et s'abaisser faiblement. 17 minutes pendant lesquelles Martinez m'a expliqué ce qu'il savait. L'affaire de l'Oregon était grave, dit-il doucement. Le gamin a été hospitalisé 3 fois en 6 mois. Toujours quand le père était en voyage pour le travail. Toujours avec l'explication de la belle-mère qu'il était maladroit, sujet aux accidents, maladif. La 3e fois, une infirmière a remarqué le schéma, a appelé les autorités. Qu'est-il arrivé? Ils l'ont arrêté, Sarah Jensen, mais son avocat a fait annuler les preuves. Quelque chose à propos des analyses de sang qui avaient été mal enregistrées. Sans ça, il ne pouvait pas prouver qu'elle avait drogué le gamin. L'affaire s'est effondrée. Elle a disparu avant qu'il ne puisse déposer de nouvelles accusations. Et vous êtes sûr que c'est elle? J'en suis certain. Je reconnaîtrais ce visage n'importe où. Ça m'a hanté pendant des mois. À l'hôpital pour enfants de Seattle, ils ont transporté Lily en urgence. J'ai fait les 100 pas dans la salle d'attente pendant qu'ils faisaient des tests. J'ai appelé son pédiatre. J'ai appelé ma mère. J'ai appelé mon patron. Je n'ai pas appelé Jennifer. Je ne voulais pas entendre sa voix. À 23h47, le docteur Patricia Chen est sorti. 46 ans selon le site de l'hôpital, 22 ans en médecine d'urgence pédiatrique. Son visage était grave. M. Cooper, votre fille a été droguée à la diphénhydramine, c'est-à-dire du Benadryl, à des niveaux correspondant à une dose pour un adulte de 70 kg. Elle est également sévèrement déshydratée, malnutrie, et présente des hématomes compatibles avec des violences physiques. Nous avons trouvé des hématomes plus anciens à divers stades de guérison. Mes genoux ont fléchi. Je me suis assis lourdement. Depuis combien de temps? Ai-je demandé. D'après la malnutrition et la déshydratation, des semaines, peut-être des mois. Les schémas des hématomes suggèrent des violences physiques continues sur une période prolongée. J'étais à la maison. J'aurais remarqué. Monsieur Cooper, les abuseurs sont très doués pour cacher ce qu'ils font. Et vous avez dit que vous voyagez fréquemment pour le travail. 2 à 3 fois par mois, généralement pour 3 ou 4 jours. C'est à ce moment-là que ça a dû se produire, quand vous n'étiez pas là pour le voir. Un officier de police est arrivé. L'inspecteur Raymond Foster, de l'unité de protection de l'enfance de la police de Seattle. 19 ans dans la police. Il a pris ma déposition, m'a posé des questions sur Jennifer, sur notre mariage. Je lui ai tout dit. Comment nous nous étions rencontrés il y a 4 ans, comment elle semblait parfaite, comment Lily semblait l'apprécier au début. Au début? A demandé Foster.
La dernière année, Lily a été différente, plus silencieuse, plus anxieuse. Je pensais que c'était juste une adaptation. Nouvelle école, le fait de grandir, l'absence de sa mère. Je n'ai jamais pensé. Monsieur Cooper, je dois vous demander, avez-vous déjà vu votre femme faire du mal à Lily? Non, jamais. Je l'aurais su. Est-ce que Lily a déjà dit quelque chose? J'ai réfléchi, essayé de me souvenir. Il y avait quelque chose. Il y a 6 mois, Lily m'avait demandé, « Papa, est-ce que Jennifer m'aime ?» J'avais répondu, bien sûr qu'elle t'aime, et lui avais demandé pourquoi elle posait cette question. Elle est juste différente quand tu n'es pas à la maison. Différente comment? Juste. Différente. J'avais balayé ça d'un revers de la main. J'avais pensé que Lily était sensible. Qu'elle avait encore du mal à avoir une belle-mère au lieu de sa vraie mère. Mon Dieu, comment avais-je pu être aussi aveugle? Je dois parler à votre femme, a dit Foster. Elle est chez nous, 2847 Maple Avenue. Il est parti. Je suis restée avec Lily. Elle s'est réveillée vers 2 heures du matin, groggy, confuse. Quand elle m'a vue, elle s'est mise à pleurer. Je suis désolée, papa. Je suis désolée. Je ne voulais pas être méchante. Non, mon bébé. Tu n'es pas méchante. Tu n'es pas méchante du tout. Jennifer a dit que j'étais méchante. Elle a dit que je le méritais. Elle a dit que si je te le disais, personne ne me croirait parce que je suis juste une enfant et elle, une adulte. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Je te crois, ma chérie. Je te crois complètement. Jennifer est rentrée à la maison cette nuit-là comme si de rien n'était. L'inspecteur Foster était allé chez nous, mais elle avait refusé de répondre aux questions sans un avocat. Il ne pouvait pas l'arrêter. Pas encore. Pas sans plus de preuves. Elle m'a envoyé un SMS à 2h34, « Où es-tu? Je suis inquiète. » Je n'ai pas répondu. Elle a réenvoyé un SMS à 3h15, « Dan, s'il te plaît. Je sais que tu es contrarié, mais nous devons parler. Lily a des problèmes de comportement. J'essayais juste d'aider. Elle a besoin de structure, de discipline. Tu as été trop indulgent avec elle depuis la mort d'Emily. J'ai bloqué son numéro. À 6 heures du matin, j'ai appelé mon ami Marcus Chen. Nous étions allés à l'université ensemble. Il travaillait maintenant dans la sécurité informatique, dirigeant sa propre entreprise spécialisée en investigation numérique et vérification d'antécédents. Marcus, j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Jennifer Walsh, née en 1985, mariée avec moi en 2019. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. Il est resté silencieux un long moment. Je te rappelle, a-t-il dit. Il a rappelé 2 heures plus tard. Mec, ta femme n'existe pas avant 2018. Quoi? Pas d'historique de crédit, pas de réseaux sociaux avant cette année-là. Son permis de conduire a été délivré à Washington en 2018. Son numéro de sécurité sociale est réel, mais il n'y a pas d'historique d'emploi avant 2018. Pas de déclaration de revenus, pas de relevé de notes universitaires. C'est comme si elle était apparue de nulle part. Mes mains se sont mises à trembler. C'est possible, ça? Bien sûr, si on sait ce qu'on fait. Changer de nom, déménager, créer une nouvelle identité. Pas exactement légal, mais pas impossible, surtout si on fuit quelque chose. J'ai creusé plus profondément. J'ai trouvé l'affaire de l'Oregon que Martinez avait mentionnée. J'ai passé 4 heures sur Google, LexisNexis, les bases de données de registres publics. Je l'ai trouvée. Sarah Jensen, arrêtée en novembre 2021 à Portland pour maltraitance d'enfants graves. Son beau-fils, Dylan Martin, 8 ans, hospitalisé pour overdose et blessures suspectes. Charges abandonnées en janvier 2022 lorsque les preuves ont été jugées irrecevables. La suspecte ne s'est pas présentée à l'audience reportée. Mandat d'arrêt émis. Il y avait une photo dans les archives du tribunal. Jennifer. Absolument Jennifer. Même visage, mêmes yeux froids. J'ai continué à creuser. J'ai trouvé une autre affaire.
Phoenix, Arizona. Mars 2019. Rachel Morrison arrêtée pour mise en danger d'enfant. Belle fille, 7 ans, trouvée inconsciente à l'école. Même schéma. Drogue, malnutrition, hématome. Charges abandonnées lorsque le témoin clé, le père, a refusé de témoigner. Les notes de l'affaire indiquaient qu'il avait été convaincu que sa fille mentait et qu'il avait été menacé par l'accusé. L'affaire a été classée sans suite parce que la victime était mineure. Mais j'ai trouvé le nom du père dans des documents civils connexes. Robert Morrison. Il avait demandé le divorce et la garde d'urgence 3 mois après l'effondrement de l'affaire pénale. J'ai appelé les renseignements, j'ai obtenu un numéro, j'ai laissé un message vocal. Monsieur Morrison, je m'appelle Daniel Cooper. Je pense que ma femme pourrait être votre ex-femme, Rachel. J'ai besoin de vous parler. S'il vous plaît, c'est à propos de ma fille. Il a rappelé 30 minutes plus tard. Est-ce que votre fille va bien? Sa voix était rauque. Urgente. Elle est à l'hôpital. Elle va survivre. C'est un monstre. Les mots sont sortis plats, mort. Rachel, ou quel que soit le nom qu'elle utilise maintenant. Elle prend son pied avec ça. Faire du mal aux enfants, spécifiquement les beaux enfants. Elle trouve des pères célibataires, joue la petite amie parfaite, la belle-mère dévouée. Puis, une fois qu'elle est installée, mariée, vivant ensemble, intégrée dans la famille, elle commence. Commence quoi? À tester les limites. De petites punitions qui s'intensifient. Priver de nourriture, restreindre l'accès aux toilettes, abus émotionnels. Puis physique, puis chimique. Elle les drogue pour les garder dociles, pour les rendre faciles à contrôler. Et elle choisit ses moments pour quand le père est absent. Voyage d'affaires, longue journée de travail, chaque fois qu'elle peut être seule avec l'enfant. Pourquoi? Le pouvoir. Le contrôle. Elle me l'a dit une fois lors d'une de nos disputes, avant que je ne réalise qui elle était vraiment. Que les enfants devaient apprendre leur place. Qu'ils étaient de petits menteurs manipulateurs qui méritaient qu'on leur apprenne le respect. Il a ri amèrement. Et je l'ai cru pendant un temps. J'ai cru que ma fille inventait des histoires pour attirer l'attention. Comment avez-vous compris? Ma fille s'est effondrée à l'école. L'infirmière a appelé une ambulance. La toxicologie a révélé du Benadryl, du Niquil et des traces de somnifères sur ordonnance. Mes médicaments. Rachel la droguait depuis des mois, peut-être plus. Qu'est-il arrivé à Rachel? Elle s'est volatilisée. La veille du procès, elle ne s'est pas présentée. Elle a laissé son téléphone, son portefeuille, tout. Elle a juste disparu. Le temps que je découvre qu'elle avait utilisé une fausse carte d'identité pour monter dans un bus pour le Nevada, elle était partie. Je suis vraiment désolée. Ne soyez pas désolée. Arrêtez-la. Je n'ai pas pu, mais peut-être que vous le pouvez. Comment va votre fille maintenant? Elle a 12 ans, elle suit une thérapie, elle fait encore des cauchemars. Elle sursaute encore quand les femmes élèvent la voix. Rachel a détruit quelque chose en elle que je ne sais pas si ça reviendra un jour. Après avoir raccroché, je me suis assis dans la chambre d'hôpital et j'ai pleuré. Lily dormait, branchée à des perfusions, les moniteurs bipant doucement. Elle avait l'air si petite dans ce lit. J'avais fait entrer ce monstre dans notre maison, dans la vie de Lily, parce que j'étais seule. Parce que je voulais de l'aide. Parce que je pensais faire ce qu'il fallait. J'ai retrouvé le numéro de Jennifer, je l'ai débloqué, j'ai regardé notre historique de SMS. Des messages de l'époque où nous sortions ensemble. Doux, charmant. J'ai hâte de rencontrer Lily. Tu es un si bon père. J'ai toujours voulu être mère. Que des mensonges, que de la comédie, tout faisait partie de l'arnaque. J'ai commencé à monter un dossier. J'ai rappelé Marcus. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de tous les noms qu'elle a utilisés, de tous les endroits où elle a vécu, de toutes les victimes. Je m'en occupe. J'ai appelé l'inspecteur Foster. J'ai trouvé 2 autres affaires. Oregon et Arizona. Même femme, nom différent. J'ai les coordonnées des victimes et les dossiers.
Monsieur Cooper, j'apprécie votre initiative, mais c'est du travail de police. Avec tout le respect que je vous dois, inspecteur, l'affaire de l'Oregon s'est effondrée à cause de preuves mal gérées. L'affaire de l'Arizona s'est effondrée parce qu'elle a manipulé le père. Elle est douée pour ça. Elle fait ça depuis des années. Si nous ne montons pas un dossier en béton, elle s'en sortira encore. Silence, puis, envoyez-moi tout ce que vous avez. Au cours des 72 heures suivantes, j'ai à peine dormi. Marcus a trouvé 2 autres cas. 2017, Las Vegas. Julia Martinez arrêtée pour négligence envers un enfant. Beau-fils de 6 ans hospitalisé. Le père a refusé de coopérer. Charges abandonnées. 2016, Sacramento. Michelle Chen a fait l'objet d'une enquête pour maltraitance. Belle-fille de 7 ans. L'affaire n'a mené nulle part car l'enfant a rétracté sa déclaration. Le père est resté marié à Michelle pendant 3 ans de plus avant qu'il ne divorce discrètement. 5 affaires, 5 noms différents, 5 états différents. Même schéma, même femme. Marcus a tout compilé dans un dossier numérique, rapport de police, archives judiciaires, dossiers médicaux, photos, articles de presse. C'était dévastateur. C'est une prédatrice en série, a dit Marcus. C'est ce qu'elle fait. Ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas une perte de contrôle. C'est délibéré, systématique. J'ai contacté tous les pères. 3 d'entre eux ont accepté de parler. L'un a refusé, disant qu'il avait tourné la page et ne voulait pas remuer le passé. Je n'ai pas pu localiser le dernier. La victime de l'Oregon, Dylan Martin, avait maintenant 10 ans. Son père, Chris Martin, a accepté de laisser Dylan participer si cela pouvait aider à la faire enfermer. J'ai eu une idée. Peut-être folle, peut-être brillante. Mon entreprise, Cloud Tech Solutions, organisait son gala de charité annuel ce samedi. Un grand événement, 200 participants, des clients majeurs, des cadres supérieurs, des investisseurs, les médias locaux couvrant l'événement parce que nous collections des fonds pour l'hôpital pour enfants de Seattle. Jennifer adorait ces événements. Adorait jouer la femme dévouée. Adorait réseauter. Adorait être vue. Je l'ai appelée. Pour la première fois depuis l'hôpital. Dan, oh mon Dieu, j'ai été si inquiète. Nous devons parler. Oui, oui, absolument. Je viendrai à l'hôpital. Pas ici. Lily ne veut pas te voir. Silence, puis, plus froid, elle te manipule. Elle a toujours été difficile. Jalouse de notre relation. Émilie l'a gâtée. Et maintenant? Le gala est samedi. Nous devons afficher un front uni. Pour l'entreprise, pour les apparences. Une autre pause. Je pouvais presque l'entendre calculer. Tu veux que je vienne au gala? L'entreprise a besoin que nous ayons l'air stable. La situation de Lily est compliquée, mais nous la gérons. Une affaire de famille privée. Tu sais comment sont les clients. Ils parlent. Nous devons montrer que tout va bien. Tout va bien. Une fois que tu auras écouté ma version. Samedi, 19h. Hôtel Fairmont. Porte la robe bleue. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Puis j'ai passé des appels. Tellement d'appels. L'inspecteur Foster, j'ai besoin de vous au Fairmont samedi soir, en civil, avec des renforts. Chris Martin de l'Oregon, pouvez-vous être à Seattle ce week-end avec Dylan? Je couvrirai toutes les dépenses. Robert Morrison de l'Arizona, j'organise quelque chose. J'ai besoin que vous soyez là. Marcus, j'ai besoin d'un projecteur, un sans-fil, et de ton aide pour préparer une présentation. Jennifer Martinez, la secouriste, j'ai besoin que vous témoigniez publiquement sur l'Oregon. Ma patronne, Karen Walsh, j'ai besoin de 10 minutes pendant la remise des prix. Fais-moi confiance. Tout le monde a dit oui. Samedi est arrivé. Le Fairmont Olympique était magnifiquement décoré. Lustres, sculptures de glace, open bar, groupe de jazz live. 200 personnes en tenue de soirée, discutant et buvant du champagne. Je portais mon plus beau costume, souriais,
serrait des mains, jouait mon rôle. Jennifer est arrivée à 19h47. Robe bleue, coiffure parfaite, maquillage impeccable. Elle ressemblait à une publicité de magazine pour la femme parfaite. Elle m'a embrassé sur la joue. Merci pour ça. De nous donner une chance de régler les choses. Bien sûr. Je l'ai présentée à des clients, des collègues. Elle a charmé tout le monde, a ri aux blagues, a complimenté les robes, a posé des questions sur les enfants avec juste ce qu'il fallait d'intérêt. Elle était très, très douée pour ça. À 21h15, la remise des prix a commencé. Ma patronne, Karen, a pris le micro. Merci à tous d'être venus ce soir. Nous avons récolté plus de 280 000 € pour l'hôpital pour enfants de Seattle. Cet argent soutiendra directement les familles confrontées à des urgences pédiatriques. Des familles comme celle de notre propre Daniel Cooper. Applaudissements polis. Jennifer a souri, a serré ma main. Dan, voudrais-tu dire quelques mots? Je me suis levée, je suis montée sur scène, j'ai pris le micro. Le sourire de Jennifer était radieux. Merci à tous d'être ici ce soir, ai-je dit. La sécurité des enfants est une affaire personnelle pour moi, surtout cette semaine. Parce qu'il y a 6 jours, je suis rentrée d'un voyage d'affaires et j'ai trouvé ma fille de 6 ans inconsciente sur notre sol. Le sourire s'est figé juste une seconde, puis est revenu, mais plus froid. Elle avait été droguée, affamée, battue pendant que j'étais à Minneapolis à vendre des logiciels. Murmure dans la foule. Le sourire de Jennifer est resté fixe. J'ai aussi appris autre chose. J'ai appris que ma femme maltraite ma fille systématiquement depuis des mois. Le sourire s'est fissuré. Mais ce n'est pas tout ce que j'ai appris. J'ai fait un signe de tête à Marcus. Le projecteur s'est allumé derrière moi. Une photo est apparue. Le visage de Jennifer, mais avec des noms différents. J'ai appris que ma femme n'est pas celle qu'elle prétend être. Jennifer Walsh. C'est ce qu'elle m'a dit, mais ce n'est pas son vrai nom. Une autre diapositive. Une photo d'identité judiciaire. Voici Sarah Jensen, arrêtée à Portland, Oregon, en novembre 2021 pour maltraitance d'enfants. Une autre diapositive, une autre photo judiciaire. Voici Rachel Morrison, arrêtée à Phoenix, Arizona, en mars 2019. Une autre, Julia Martinez, Las Vegas, 2017. Une autre, Michelle Chen, Sacramento, 2016. La salle était silencieuse. 200 personnes qui me fixaient, des téléphones sortis, enregistrant. Même femme, même schéma. Elle trouve des pères célibataires, devient la petite amie parfaite, la belle-mère parfaite. Puis, quand elle est installée, mariée, digne de confiance, elle commence à faire du mal aux enfants. Jennifer s'est levée, sa chaise a raclé bruyamment. C'est de la folie. Daniel fait une dépression. Il ment. C'est mon beau-fils. Une voix du fond de la salle. Chris Martin s'est levé. Dylan à côté de lui. Le garçon a pointé Jennifer du doigt. Tu as failli me tuer. Tu mettais des pilules dans ma nourriture. Tu m'as enfermé dans le placard. Tu as dit à mon père que je mentais. Une autre voix. Robert Morrison s'est levé. Vous avez mis ma fille dans le coma. Elle avait 7 ans. Le visage de Jennifer s'est tordu. Le masque est finalement tombé complètement. Vous êtes tous des... C'est... L'inspecteur Foster s'est avancé depuis la foule, en civil, mais montrant maintenant son badge. Sarah Jensen, également connue sous les noms de Rachel Morrison, Julia Martinez, Michelle Chen et Jennifer Walsh. Vous êtes en état d'arrestation pour mise en danger d'enfants, fraude, usurpation d'identité et agression grave. Elle a couru, a vraiment couru vers la sortie, ses talons claquant sur le marbre. L'inspectrice de Portland, Lorraine, 16 ans de service, venue spécialement pour l'occasion, s'est placée devant la porte. Vous avez aussi un mandat d'arrêt en suspens en Oregon. Vous n'irez nulle part. Foster et elle se sont approchés. Jennifer s'est débattue, a crié, m'a traité de tous les noms. Tu vas le regretter, espèce de salaud manipulateur. Tu m'as piégé. J'ai souri.
Je n'ai pas pu m'en empêcher. Non, c'est toi qui regretteras d'avoir pensé que je ne me défendrais pas. Chaque personne dans cette pièce est un témoin. Ces images, j'ai pointé l'équipe de journalistes dans le coin, caméra tournant, sont déjà virales. Fini de te cacher. Alors qu'il lui passait les menottes, elle m'a regardé. De la haine pure dans ses yeux bleus et froids. Ta fille le méritait, a-t-elle sifflé. C'était une petite pleurnicharde, comme toutes les autres. La salle a eu un hoquet de surprise. Les caméras continuaient de tourner. Ils l'ont traînée dehors. Elle a crié tout le long du chemin. Le gala s'est dissous. Les gens parlaient, pleuraient. Plusieurs clients m'ont serré dans leurs bras. M'ont dit qu'ils étaient désolés. M'ont dit que Lily avait de la chance de m'avoir. Le lendemain matin, c'était partout. Les journaux, les réseaux sociaux. Une abuseuse d'enfants en série démasquée lors d'un gala de charité. La vidéo avait 5 millions de vues avant midi. Jennifer, Sarah, Rachel, quel que soit son vrai nom, était en détention provisoire à la prison du comté de King. Pas de caution, risque de fuite avec un historique de fuite de juridiction. L'inspecteur Foster a monté le dossier méthodiquement. 5 états, 5 victimes, preuves scientifiques, preuves numériques, témoignages. Le procès a eu lieu 4 mois plus tard. Jennifer a plaidé non coupable. Son avocat a tenté de prétendre que je l'avais piégée, que j'avais fabriqué des preuves, que les victimes mentaient. Dylan Martin a témoigné. 10 ans, la voix tremblante mais claire, il a décrit ce qu'elle lui avait fait. Les pilules, les punitions, la peur. La fille de Robert Morrison a témoigné par vidéo, maintenant âgée de 12 ans. Elle a décrit avoir été enfermée dans des salles de bain pendant des heures, s'être fait dire qu'elle ne valait rien, avoir été droguée quand elle essayait de le dire à quelqu'un. Lily a témoigné aussi. Ma courageuse, ma belle-fille de 6 ans a raconté au jury les punitions, les pilules, les bleus, comment Jennifer lui disait que personne ne la croirait parce que les enfants sont des menteurs. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. La sentence a été prononcée 2 semaines plus tard. La juge Patricia Moreno, 26 ans de magistrature, connue pour ses peines sévères dans les affaires de maltraitance d'enfants. Mademoiselle Jensen, ou Walsh, ou Morrison, ou quel que soit votre vrai nom, en 26 ans de carrière, je n'ai jamais vu de maltraitance aussi calculée et systématique envers des enfants vulnérables. Vous êtes une prédatrice en série qui cible spécifiquement les enfants qui ont déjà perdu un parent, qui sont déjà vulnérables, déjà traumatisés. Vous avez exploité des pères en deuil et torturé des enfants innocents pour votre propre gratification. Elle a condamné Jennifer à 48 ans de prison. 8 ans pour chaque victime, à purger consécutivement. Aucune possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans. Jennifer n'a montré aucune émotion. Elle a juste fixé le mur. Lily est en thérapie maintenant. Docteur Lisa Chen, docteur en psychologie de l'enfant. 17 ans de traitement des traumatismes chez les enfants. Elle fait des cauchemars. Sursaute encore parfois quand les femmes élèvent la voix. Mais elle guérit. Elle sourit à nouveau. Sourit vraiment. Pas le faux sourire effrayé qu'elle avait quand Jennifer vivait avec nous. Nous avons déménagé. Impossible de rester dans cette maison avec ses souvenirs. Nous avons pris un appartement plus petit dans un autre quartier. Juste nous deux. Les autres pères m'ont contacté. Nous avons formé un groupe de soutien, nous nous réunissons tous les mois, parlons de guérison, de la protection de nos enfants, des signes avant-coureurs que nous avons tous manqués. Dylan va mieux. La fille de Robert aussi. Ainsi que les autres, maintenant que nous nous sommes tous connectés et avons partagé nos expériences. 6 mois après la condamnation, j'ai reçu une lettre de Jennifer, de prison. J'ai failli la jeter, mais la curiosité l'a emportée. Daniel, tu crois que tu as gagné? Tu n'as pas gagné. Je sortirai dans 20 ans. Je n'ai que 39 ans. J'aurai tout le temps de recommencer. Trouver un nouveau nom, un nouvel état, de nouvelles victimes. Il y a toujours des pères célibataires qui cherchent de l'aide. Toujours des hommes seuls qui croiront n'importe quoi. Toujours des enfants faciles à blesser. Tu as eu de la chance.
Tu avais des ressources, de l'argent, des relations. La plupart d'entre eux n'en ont pas. La plupart d'entre eux ne comprennent jamais avant qu'il ne soit trop tard. J'ai fait du mal à plus d'enfants que les 5 que vous avez trouvés. Essayez 10, peut-être 12. Je fais ça depuis que j'ai 22 ans. Vous n'avez attrapé que les récents, les bâclés. Les autres, j'étais prudente. J'étais intelligente. Ces familles pensent toujours que leurs enfants sont des problèmes. Pensent toujours qu'ils sont le problème, pas moi. Dors bien en sachant ça. Je l'ai montré à l'inspecteur Foster. Il l'a montré au procureur. Ils l'ont utilisé pour ouvrir des enquêtes sur son passé. Ils ont trouvé 3 autres cas qu'ils sont encore en train de monter. La lettre était la preuve de sa conscience de sa culpabilité. Elle pourrait ajouter des années à sa peine. Je l'ai montré au docteur Chen lors d'une des séances de Lily. Elle essaie de maintenir son pouvoir, a dit le docteur Chen. Même depuis la prison, elle veut que vous vous sentiez impuissant, effrayé, que vous pensiez qu'elle a toujours le contrôle. Est-ce le cas? Non. Elle est dans une cellule. Vous et Lily êtes libres. C'est vous qui avez gagné. Elle avait raison. La semaine dernière, Lily et moi sommes allés au parc. Elle a couru vers les balançoires, a ri en montant de plus en plus haut, a crié « Papa, regarde-moi ». Je la regardais, ma petite fille forte et courageuse qui a survécu à un monstre. Et j'ai pensé à cette lettre, à l'affirmation de Jennifer qu'elle avait gagné, qu'elle recommencerait. Peut-être qu'elle le ferait. Peut-être qu'elle sortirait dans 20 ans et essaierait. Mais elle devrait le faire avec tous les médias du pays connaissant son visage. Avec chaque père et chaque groupe de soutien diffusant l'information. Avec chaque victime qu'elle avait torturée, désormais capable de parler. Elle se croyait intouchable. Pensait qu'elle pouvait continuer à chasser, à faire du mal. Elle avait tort. Parce que le truc avec les monstres, c'est qu'ils finissent par se faire attraper. Finalement, la vérité éclate. Finalement, les victimes se retrouvent, et le monstre finit seul dans une cellule à écrire des menaces impuissantes pendant que les personnes qu'il a essayé de détruire avancent dans leur vie. Lily a sauté de la balançoire, a couru vers moi, a serré mes jambes dans ses bras. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Est-ce que Jennifer va revenir un jour? Jamais. Je te le promets. Bien. J'aime bien quand c'est juste nous deux. Moi aussi, mon bébé. Moi aussi. Nous sommes rentrés, avons préparé le dîner ensemble. Elle m'a aidé à remuer les pâtes, à glousser quand je l'ai laissé goûter la sauce. Normal. Sûr. Libre. Jennifer pensait avoir gagné parce qu'elle avait fait du mal à tant d'enfants et s'en était sortie si longtemps. Mais elle a tout perdu le moment où elle a sous-estimé l'amour d'un père. Et elle passera les 48 prochaines années à le savoir.